Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Madame, Monsieur, bonjour. La stratégie Togo Digital 2025 se concrétise. Le chef de l'État, Faure Essaoghna-Gnassingbé, a accueilli hier à Lobé le câble Equiano. Les travaux d'installation seront achevés fin 2022 et plus de 90% des Togolais auront une connexion au débit. L'Organisation des Nations Unies contre la drogue et les crimes a remis un lot de matériel informatique au Togo. Le matériel servira à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Premier Conseil des ministres au Burkina Faso, le Conseil, dominé par les questions sécuritaires, a fait le point sur la situation du pays. Invité du journal suite à la séance de travail à la primature sur la gestion des catastrophes, le directeur général ANPC rappelle les efforts menés contre les feux de brousse, notamment. Le directeur général du Centre de construction de logements rappelle aussi les conditions pour un habitat sûr et sécurisé. Dans ce journal aussi, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Faire du Togo un hub digital en Afrique, l'initiative du chef de l'État Faure Essaoghna-Gnassingbé s'est concrétisée hier à Lomé avec le lancement du deuxième câble sous-marin Equiano. L'infrastructure introduite au Togo par Google a une capacité 20 fois plus que le premier câble. Equiano aura à créer 37 000 emplois au Togo et plus de 90% des citoyens et d'entreprises seront connectés. Des projets du gouvernement comme l'identification biométrique auront à aboutir. Sina Lawson, ministre de l'économie numérique. Le Togo a adopté en octobre 2020 un plan quinquennal de développement, le plan Togo 2025, décliné en une feuille de route gouvernementale qui met un accent particulier sur le numérique comme un vecteur de développement de l'économie, de décloisonnement des territoires, d'inclusion sociale et financière des populations. En effet, sur les 42 projets et réformes que compte cette feuille de route, près des 3/4 ont une composante digitale. Parmi ces projets, nous comptons le projet P24, qui porte sur le renforcement du raccordement Internet au réseau mondial, avec pour objectif d'avoir, au terme de l'an 2025, 3 câbles sous-marins opérationnels qui raccordent le Togo au réseau mondial. Aujourd'hui, le Togo n'est desservi que par un seul câble sous-marin, le câble sous-marin WAX, West Africa Cable Systems, et dépend fortement des pays voisins pour l'achat de capacités internationales et afin d'assurer une certaine redondance en cas de dysfonctionnement de WAX. Dans le but de pallier cette situation et de garantir la souveraineté numérique du Togo en assurant un accès direct à la capacité internationale, vous nous avez instruit dès 2019, Excellence Monsieur le Président de la République, d'initier des discussions avec Google dans le cadre de leur projet de construction du câble sous-marin à fibre optique de grande capacité Equiano qui relie l'Afrique du Sud au Portugal. Au terme de plusieurs mois de négociations qui se sont avérées concluantes, le Togo a été intégré dans la première phase de déploiement du projet et devient ainsi le premier pays africain à accueillir le câble Equiano, alors même qu'au départ, le Togo ne faisait pas partie de la liste des pressentis.
Avec ce nouveau câble sous-marin, nous serons en mesure de satisfaire aux exigences de la feuille de route gouvernementale portant sur le renforcement du raccordement Internet au réseau mondial. Le projet Equiano au Togo se subdivise en deux phases. Une première phase qui porte sur la construction du câble sous-marin qui débute aujourd'hui et une seconde phase qui va porter sur la gestion et la revente de la capacité internationale à des fournisseurs d'accès Internet à la fois au Togo et dans les pays voisins afin de s'assurer de prix abordables sur le marché notamment togolais. Ces deux phases seront implémentées en collaboration avec la société C-Squared, qui est une société de droit mauricien spécialisée dans la vente de capacités internationales et nationales sur le marché de gros et détenue à part égale par Google, le groupe japonais Mitsui, le fonds d'investissement sud-africain Convergence Partners et la société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Le partenariat avec C-Squared démontre de l'engagement du gouvernement à établir des partenariats publics-privés dans lesquels le partenaire privé peut être majoritaire. Madame le ministre relève aussi la digitalisation des services publics et autres avantages à partir de Equiano. La société d'infrastructure numérique SIN, créée en 2016, est l'outil par excellence de l'aménagement numérique du territoire togolais. C'est la raison pour laquelle, dans le décret 2020-116 du 20 décembre 2020, le gouvernement a décidé que pour toute nouvelle construction d'infrastructures significatives, les constructeurs devraient nécessairement déployer de la fibre optique et que cette fibre appartiendrait à la SIN. L'atterrissement du câble sous-marin Equiano sur les côtes togolaises que nous célébrons aujourd'hui permet de poser de solides fondations pour l'implémentation de notre stratégie pour la transformation digitale du Togo à l'horizon 2025. Cette stratégie, dénommée Stratégie Togo Digital 2025, se subdivise en 3 axes prioritaires. Un premier axe qui adresse les fondamentaux de la transformation digitale, notamment l'accès à l'Internet haut débit et aux équipements de bonne qualité pour tous, l'identification biométrique de tous nos citoyens et la mise en place d'un registre social des personnes et des ménages pour guider l'élaboration des politiques de développement de l'État. Et ces politiques doivent se fonder essentiellement sur la donnée. Dans cette optique, le câble Equiano favorisera une augmentation de l'accès des populations à l'Internet très haut débit dans la mesure où il contribuera à une réduction significative des coûts d'accès à Internet. Par ailleurs, l'État envisage un déploiement d'un réseau de distribution de fibres optiques sur les réseaux électriques moyenne et basse tension afin de garantir que chaque ménage togolais électrifié ait un accès à l'Internet très haut débit à des coûts extrêmement abordables. C'est ce que nous avons appelé la stratégie de convergence entre l'énergie et le digital. Il est attendu qu'au terme de 2025, que 95% de la population et 90% des entreprises aient accès à l'Internet haut débit, ainsi que tous les bâtiments administratifs, scolaires, sanitaires et publics.
Le second axe de la stratégie pour la transformation digitale du Togo porte sur la digitalisation des services publics et sociaux afin de rapprocher le citoyen des administrations. Cet axe comporte aussi les projets liés à la digitalisation de tous les formulaires de l'État, des projets de digitalisation de la santé et de l'éducation, ainsi que du paiement à l'État. Vous l'aurez compris, l'ensemble des projets que nous comptons mener promeuvent une inclusion financière et sociale des populations. Le troisième et dernier axe de notre stratégie Togo Digital porte sur la création d'un écosystème d'innovation et de start-up à travers la digitalisation des secteurs clés de l'économie, tels que la logistique, le commerce, l'agriculture, etc. La création de programmes d'accompagnement des start-up, la valorisation de la donnée pour soutenir non seulement les politiques publiques, mais aussi les investissements privés. L'arrivée du câble sous-marin Equiano contribuera à la réalisation des ambitions du présent axe en stimulation d'une utilisation plus accrue d'Internet et par ricochet l'émergence d'entreprises diverses dans le secteur des TIC. Le câble sous-marin Equiano favorisera aussi une augmentation de la productivité des différents secteurs de l'économie et contribuera à faire du Togo un hub digital pour la sous-région, et non seulement pour la sous-région, mais pour l'Afrique entière, nous l'espérons. Le Togo assure depuis hier la présidence tournante du Conseil de l'UEMOA. Le Conseil des ministres de cette institution a eu lieu hier à Lobé. C'était la première réunion ordinaire de l'année 2022. 2 points principaux étaient à l'ordre du jour. D'abord, le bilan des activités de l'année 2021 à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, président du Conseil. Au titre de la BCAO, nous examinerons notamment le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2021 et procéderons à l'approbation des comptes de la BCAO ainsi qu'à l'affectation du résultat financier de l'Institut de mission au titre de l'exercice 2021. En outre, nous mettrons en application l'article 11 du traité relatif à la désignation du président du Conseil des ministres. Nous déciderons également du renouvellement du mandat de certains membres du collège de supervision et de la nomination d'un nouveau membre pour une durée de 3 ans. Enfin, nous formulerons un avis sur les rapports du programme d'évaluation du secteur financier de l'UEMOA et la situation des banques publiques en difficulté. Le Conseil a ensuite fait le bilan 2021 de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Retrouvons le ministre Sani Yaya. Au titre de la BOAD, le Conseil des ministres se prononcera sur le procès verbal de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est tenue le 17 décembre 2021 par visioconférence, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur le rapport annuel 2021. En outre, nous procéderons à l'actualisation de la déclaration de politique générale et examinerons les conditions applicables au concours destiné aux États inscrits dans les perspectives financières actualisées 2022-2026 de la BOAD. Les meilleurs projets du concours Tremplin Startup ont été récompensés. Au total, 5 prix d'excellence ont été octroyés. Le Togolais Nadjagou Lal Yentagib a remporté le premier prix. Je suis content pour la qualité du travail qui a été fait par le comité d'organisation, la commission de l'UEMOA, la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo, FAYEJ et toutes les autres structures d'accompagnement.
Avec cet appui, nous allons améliorer notre travail. Nous allons améliorer notre prototype et faire les derniers tests pour pouvoir faire scaling et rentrer sur le marché. Je suis l'homme le plus heureux puisque c'était vraiment une compétition hautement concourue à l'international et c'est pas ma première fois de tenter ce concours. L'année passée, j'avais eu à tenter, mais cette année, Dieu a permis que ça a marché et pour moi, c'est une grande fierté et le fait de persévérer. Aujourd'hui, je suis le champion de la sous-région. Je suis très content d'avoir reçu ce prix de lauréat de la 2e édition de Tremplin Startup. Ce n'était pas facile. C'est une consécration régionale donc, qui donne encore plus de goût à la victoire. Le concours a donc été initié par l'UEMOA. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Tremplin Startup UEMOA a été pensé pour soutenir l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le contexte actuel de crise économique dans notre secteur privé communautaire. S'investir dans une start-up est d'abord et avant tout une aventure humaine, aux côtés de celles et ceux qui bâtissent notre monde de demain. C'est aussi une façon de soutenir, dans une certaine mesure, la création d'emplois à travers la promotion des entreprises prometteuses, de primer les start-up évoluant dans les solutions de l'économie numérique au service de l'agro-industrie. Les chefs d'entreprise et start-up candidates, votre audace et votre créativité sont l'espoir de notre espace communautaire car elles contiennent une promesse, celle d'un avenir synonyme de progrès, de vitalité économique et culturelle. L'Organisation des Nations Unies contre la drogue et les crimes a fait don d'équipements informatiques au Togo. C'est la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF Togo qui a reçu ce don. Kodjo Atisso, représentant de l'ONU-DC. Ce lot de matériel informatique composé de serveurs, d'ordinateurs, de logiciels et d'autres instruments permettra à la CENTIF de travailler dans un environnement automatisé et d'être beaucoup plus performant dans le cadre des analyses et du traitement des dossiers. Nous voudrions également ajouter que le Togo a fait une évaluation nationale des risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, conclu en 2019 et le résultat c'est que le niveau du blanchiment des capitaux est moyennement élevé. Sur une échelle de 4, on est à un niveau pratiquement 3 et il en est de même pour le financement du terrorisme. Ce don permettra de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est ce que dit Tcha Binyonzi Akitem. Il est président de CENTIF Togo. Dans le cadre de notre opérationnalité, ce lot de matériel pourra beaucoup nous aider, notamment dans le cadre de la déclaration en ligne. Les déclarations en physique peuvent être entachées de manque de confidentialité, par exemple. La confidentialité est très nécessaire dans notre pratique. Donc, en déclarant en ligne, ça va pouvoir diminuer beaucoup de fuites. La page internationale de ce journal, le premier conseil des ministres au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, chef d'État, a présidé ce conseil consacré à la situation sécuritaire du pays. Le ministre de la Défense nationale et le directeur de renseignement ont fait tour à tour le point de la situation sécuritaire. Le pays est dans une crise sécuritaire très grave, rapporte le porte-parole du gouvernement. La situation humanitaire est également préoccupante dans le pays. Par ailleurs, de nouveaux conseillers et directeurs de communication ont été nommés à la présidence de la République. La suite de la page internationale avec Emmanuel Ameglame. Au Sénégal, le collectif des cadres casamançais affiche son soutien pour l'opération militaire entamée depuis dimanche dernier par l'armée sénégalaise dans le nord de la Casamance. Cette semaine, la communauté Sainte Egidio, qui est médiatrice dans ce conflit, a exprimé ses craintes par rapport à la tournure prise avec l'opération militaire et elle demande à chaque partie de revenir autour d'une table des négociations. Au moins 22 personnes ont été tuées et 38 autres blessées dans une collision hier entre un car de voyageurs et un camion dans l'est de la
Tanzanie, a annoncé la présidence tanzanienne. La chef de l'État Samia Hassan a présenté ses condoléances aux personnes endeuillées par l'accident dans un communiqué publié par la présidence. Attristée par la mort de ces 22 personnes, Madame Hassan a également exhorté les usagers de la route à respecter les règles de circulation dans un message sur Twitter. À Madagascar, l'augmentation des prix des denrées de base de plus en plus pesante pour les ménages, très dépendantes des importations pour subvenir aux besoins de sa population. La grande île a déjà subi l'inflation liée à la pandémie de Covid-19. Ces derniers jours, dans un contexte de guerre en Ukraine et de dégâts sur le réseau routier lié au passage des différents cyclones et tempêtes, les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter sur les marchés et dans les épiceries. Cameroun, 25 personnes condamnées pour tentative d'assassinat sur le président de Guinée équatoriale en décembre 2017. Ces personnes arrêtées au Cameroun avaient été accusées de tentative d'assassinat contre le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema. Le tribunal militaire de Yaoundé avait rendu son jugement en début de semaine après 4 années de procédure. Des peines allant de 30 ans à 35 ans de prison ferme ont été prononcées. De l'autre côté, les avocats font appel. 4 personnes à bord d'un avion militaire américain qui s'est écrasé en Norvège où ils participaient à un exercice à l'OTAN sont mortes, ont annoncé ce samedi les forces armées norvégiennes. À la connaissance de la police, les 4 personnes sont de nationalité américaine. Et puis, élection présidentielle ce samedi au Timor oriental, près de 860 000 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur nouveau président pour les 5 prochaines années. Jamais depuis l'indépendance du pays, il y a 20 ans, il n'y a eu autant de candidats en lice, 16 en tout, dont 4 femmes. 2 hommes font figure de favoris, l'actuel président Francisco Guterres et l'ancien président et prix Nobel de la paix José Ramos Horta. Invité de ce journal, une séance de travail à la primature a réuni cette semaine les dirigeants des structures de gestion des catastrophes. Radio Lomé reçoit les responsables au sujet des efforts du gouvernement dans la lutte contre les catastrophes. D'abord, le colonel Bakayoma, directeur général de l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Il rappelle ce qui est mis en œuvre pour prévenir les feux de brousse et autres situations de catastrophe. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste de Radio Lomé. Que retenir particulièrement dans le cadre de la gestion des catastrophes au Togo? Merci, messieurs de la presse. Je saisis cette opportunité que vous m'offrez afin d'éclairer davantage les populations sur la prévention, la gestion des risques de catastrophes au Togo. Et comme vous le savez, tous les ans, nous avons connu, comme cette année 2021, plusieurs situations d'urgence du fait de la survenance de plusieurs aléas. Nous pouvons relever pour cette année les inondations, les vents violents, les incendies, les conflits communautaires, les tempêtes. Ces différents aléas ont occasionné d'énormes dégâts matériels, humains et environnementaux auxquels nous avons fait face pour protéger les populations et les biens. Il faut souligner que l'agence a mis encore en œuvre tout au long de l'année le mécanisme du cycle de gestion des catastrophes à travers des actions de prévention, de préparation, de réponse et de relèvement. Rien que pour 2021, plus de 2700 ménages sinistrés ont bénéficié de notre assistance, ainsi que 33 établissements scolaires, auxquels il faut ajouter l'intervention du PAM tout récemment qui a apporté sur plus de 10 000 ménages. Comme action mise en œuvre, il a noté sur le volet prévention l'animation du système d'alerte précoce, la surveillance des balises et échelles luminométriques sur le cours d'eau Oti, Mono, Zio, Lac, la surveillance et le pompage des bassins de prévention, de rétention des eaux, de ruissellement, la dynamisation de formation des réseaux des professionnels de médias, dont 50% de femmes, pour la réduction des risques de catastrophes au niveau central et communautaire, la sensibilisation et l'information sur les médias, la vulgarisation du guide de gestion des risques de catastrophes et menaces à l'usage des élus locaux du Grand Lomé, la formation des professionnels de l'éducation sur l'intégration de la problématique de la réduction des risques de catastrophes dans les curricula
scolaires. Sur le volet préparation-réponse, nous avons élaboré un plan de préparation PPR 2021, actualisé le plan de contingence nationale. Nous avons procédé à des évaluations des dégâts, des opérations d'assistance humanitaire et les dons aux communautés riveraines des cours d'eau. On a donné des embarcations et gilets dans les plateaux, Nangweto, Anié, et dans les savanes, Mandouri, Gando. L'évaluation des sites d'accueil des sinistrés et nous pouvons terminer avec l'information des acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Est-ce que vos efforts ont permis de limiter les inondations, les sinistres et les mauvaises récoltes? L'Alliance est une structure étatique chargée de la prévention et de la gestion des situations d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Nos actions quotidiennes visent à mitiger les conséquences drastiques de la surveillance des catastrophes. À cet effet, toutes nos initiatives, couplées de celles des autres acteurs de la plateforme nationale des risques de catastrophes et de nos partenaires, ont permis d'éviter et de réduire les conséquences désastreuses des situations d'urgence. La veille permanente, la sensibilisation constante des populations avant, pendant et après la survenue des aléas, la promptitude des équipes d'intervention, l'implication de tous les acteurs dans la lutte ont contribué à sauver des vies humaines et des biens, même si des dommages sont enregistrés après des situations d'urgence. C'est l'occasion pour nous de remercier tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et les partenaires en développement du gouvernement togolais qui nous ont soutenus dans la gestion des situations d'urgence. Cette solidarité agissante doit rester de mise, voire se renforcer davantage pour ensemble contribuer à une réduction substantielle des risques de catastrophes tels que le recommande le cadre d'action de Sendai. Monsieur le directeur général, la période des feux de brousse, de la transhumance, comment comptez-vous organiser cette période? Y a-t-il un plan prévisionnel déjà établi? La saison sèche est marquée par des feux de brousse qui proviennent d'une délicatesse de certains acteurs qui exercent des activités agro-pastorales. Des campagnes de sensibilisation sont prévues à travers tout le pays par le biais de nos directions régionales et antennes préfectorales en collaboration avec les autres acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophes, surtout le ministère de l'Environnement et le corps des sapeurs-pompiers. Le système d'alerte précoce est toujours animé pour collecter des données, les analyser et prendre des décisions à travers la production des communiqués d'alerte en cas de besoin afin de prévenir des populations. En cas de survenance des aléas, la sécheresse dont on parle, l'agence se mettra toujours en l'œuvre pour répondre promptement et efficacement à l'aide des instruments de planification que nous disposons. Vous avez eu à former les différents acteurs sur les catastrophes naturelles et anthropiques. Est-il nécessaire de former encore les acteurs pour mieux gérer la saison sèche? La formation en matière de réduction des risques de catastrophes doit être permanente et répétitive. La culture du risque doit atteindre toutes les couches sociales afin de prétendre à la résilience du pays face aux situations d'urgence. C'est l'occasion de rappeler qu'en plus des actions de sensibilisation, des émissions radio et télévisées, comme ce que nous sommes en train de faire, prévues dans cette saison sèche, un appel est lancé aux partenaires qui veulent nous accompagner dans la formation des acteurs sur les aspects pointus de la prévention et la gestion des feux de brousse. Cette formation aura le mérite de renforcer davantage les capacités des acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophes et par la même occasion de tout le pays. Monsieur le directeur général de l'ANPC, notre entretien tire vers sa fin. Quel message particulier avez-vous à l'endroit des populations pour une meilleure gestion et prévention des risques de catastrophes? Je voudrais interpeller les communautés, surtout celles vulnérables, pour l'adoption des comportements idoines et favorables à la réduction des risques de catastrophes. Nous appelons à une franche collaboration entre les communautés et les acteurs d'urgence pour minimiser les effets de catastrophes. Nous devons lutter tous contre les changements climatiques et mener des actions de résilience afin de réduire les vulnérabilités de nos communautés. Le développement de notre pays est tributaire de notre engagement à lutter contre les situations d'urgence. Il va sans dire que nous devons consacrer plus d'investissements dans la prévention et la gestion des catastrophes afin de consolider les acquis socio-économiques et accentuer la culture du risque chez toutes les populations. Radio Lomé voudrait votre conclusion. Permettez-moi de témoigner ma reconnaissance aux premières autorités de notre pays, en particulier le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Esozim Nanyasingbe,
pour son leadership éclairé dans la réduction des risques de catastrophe. Je remercie également le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, pour ses instructions avisées qui nous permettent de mener un travail inlassable sur le terrain et protéger les communautés et les biens. Un sincère merci à tout le personnel de l'agence, à tous les sectoriels qui font preuve d'abnégation et d'engagement dans la gestion des situations d'urgence dans notre pays. Merci, monsieur le directeur général. Je vous remercie. Deuxième invité, le directeur général du Centre de la construction de logements CCL. La structure, créée en 1970, fait la promotion de construction des logements décents répondant aux normes de sécurité et de sûreté. Il s'agit d'intégrer des matériaux de qualité et d'éviter de bâtir sa maison dans un endroit ou zone à risque. Monsieur le directeur général du Centre de la construction de logements, bonjour. Radio Lomé voudrait savoir les objectifs et les missions assignées au Centre de la construction de logements. Le Centre de la construction du logement, CCL, a été rendu opérationnel en 1970 avec pour mission classique de favoriser le développement de l'économie locale en matière de construction, de veiller à la mise en valeur des matériaux locaux et à leur bon emploi, de diffuser les procédés et méthodes de construction économique et d'aider à la formation de la main-d'œuvre nécessaire à l'application des techniques vulgarisatrices. À ce titre, il est chargé de mettre au point les matériaux de construction à coût réduit à partir des ressources locales, de mettre au point des procédés et des méthodes de construction permettant d'améliorer les techniques traditionnelles existantes. Mais dans le cadre de l'objectif prioritaire autour duquel s'articule la vision stratégique 2025 pour l'urbaniser l'habitat, le Centre de construction du logement jouera un rôle prépondérant pour un développement urbain durable, améliorant la qualité de vie des Togolais. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous retracer l'évolution et le fonctionnement du Centre de la construction de logements? Devant la poussée rapide des agglomérations et soucieuse de fournir à la population montante un cadre de vie décent, les autorités togolaises ont adressé une requête d'assistance au Fonds spécial des Nations Unies pour l'habitat. En octobre 1965, 2 missions furent envoyées à Lomé en vue de procéder à l'évaluation préliminaire d'un projet d'étude de l'habitat au Togo. En juin 1967, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement approuva la requête et le projet de l'habitat au Togo est né. Le 29 décembre 1967, le gouvernement togolais créa par décret numéro 67/258 le Centre de la construction et du logement CCL et lui confie l'exécution du projet. En octobre 1968, la première pierre du centre fut posée et en octobre 1970, les locaux abritant le centre furent inaugurés. Le CCL a bénéficié de l'assistance financière, matérielle et technique du PNUD jusqu'au départ de ses experts dans les années 80. En dehors des travaux de recherche, de prospection, d'études et de construction, le Centre de construction du logement a formé des milliers de stagiaires venus de la sous-région, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, dans un contexte de développement de la construction durable, en phase avec les objectifs du PND et de renforcement de la résilience des communautés face au changement climatique, les produits et techniques mis au point au centre de la construction du logement présentent un intérêt plus que tout autre procédé de construction. À présent, les défis auxquels fait face votre centre? Les défis concernent essentiellement la vulgarisation des résultats des recherches sur toute l'étendue du territoire national. Le positionnement et les orientations stratégiques du centre dans la mise en œuvre du plan national de développement PND, principalement en son axe 3, effet 10, qui stipule les populations ont accès à un meilleur cadre de vie et à des logements décents. La construction de 20 000 logements sociaux sur toute l'étendue du territoire constitue le grand défi à l'horizon 2025. Il s'agira de proposer dans le cadre de la construction durable au Togo des solutions adaptées et facilement reproductibles pour répondre aux besoins en logement décent dans les zones urbaines et périurbaines. De proposer des services d'appui
et soutenir l'essor de la filière de la construction à partir des matériaux locaux. Pour ce faire, il est nécessaire de faire l'état des lieux de l'utilisation des matériaux locaux de construction au Togo, de faire une étude prospective du marché des matériaux locaux et de déterminer un cadre juridique de la valorisation des matériaux locaux dans les communes. Monsieur le directeur général, c'est sûr que des apprenants qui veulent améliorer leurs connaissances voudront solliciter un stage dans votre centre. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d'un tel stage au centre de la construction de logements? En dehors de la formation, dans la mise en œuvre des blocs de terre comprimés et stabilisés et dans la construction en pierre que le centre organise périodiquement avec des partenaires, nous recevons les stagiaires et apprenants des institutions de formation, des ONG ou associations dans le cadre de partenariats pour des stages pratiques, de rédaction de mémoires de fin de formation ou de perfectionnement. Ainsi, il suffit d'adresser une demande en bonne et due forme au directeur général du centre qui notifiera aux demandeurs les modalités pratiques du stage en temps opportun. Le CCL sert aussi de centre d'examen pratique pour les apprenants en maçonnerie de niveau CFA, certificat de fin d'apprentissage, au niveau BT, brevet de technicien. Alors, les particularités du centre de la construction de logement par rapport à d'autres formations? Le centre de la construction du logement est avant tout une institution de recherche. Il est chargé d'effectuer des recherches en matière de construction et de mettre en application les résultats de ses propres travaux à travers la formation et la vulgarisation. Cette mission de recherche appliquée confère au centre de la construction du logement un caractère particulier qui le différencie d'une part des établissements de contrôle de la construction et d'autre part des institutions de recherche fondamentale et de formation. Donc le centre de la construction du logement fait de la recherche appliquée. C'est ça la vraie différence par rapport aux autres institutions. Au jour d'aujourd'hui, le centre de la construction du logement a 6 presses qui ne durent même pas d'une année. Et par presse et journalièrement, nous pouvons même produire jusqu'à 850 blocs de terre comprimés. Ce qui fait en moyenne, si nous prenons même 3 presses, ce que nous avons l'habitude d'utiliser, nous arrivons à produire 50 000 blocs de terre comprimés par mois. Donc la capacité du CCL peut aller même à 100 000 BTC avec le nombre de presses que nous avons. Deuxième quinzaine du mois d'octobre, c'est consommé local. Et les gens s'intéressent tellement à nos produits parce que c'est un produit localement disponible. Et nous continuons par faire de la vulgarisation pour que le produit soit vraiment disponible pour tout le monde. Monsieur le directeur général, Radio Lomé voudrait votre mot de fin servant de conclusion. De nos jours, notre monde fait face à plusieurs menaces planétaires, notamment la dégradation de l'environnement, l'émission de gaz à effet de serre qui perturbe le cycle climatique naturel et la destruction de la couche d'ozone. Dans le secteur du bâtiment, il est constaté l'élévation des températures intérieures ainsi que la dégradation des constructions, notamment les fissures dans les murs. Il est donc nécessaire d'apporter des solutions pour stopper ces phénomènes. Et l'une des solutions est la construction d'habitats écologiques, c'est-à-dire que des habitats qui utilisent moins d'émissions de CO2 et qui consomment moins de ciment. Chaque Togolais mérite d'avoir un logement décent et à coût abordable. À cet effet, nous lançons un appel aux promoteurs immobiliers, aux particuliers, aux collectivités locales de s'approprier les techniques. Nous lançons un appel aux promoteurs immobiliers, aux particuliers, aux collectivités locales de s'approprier les techniques mises au point par le centre de la construction du logement pour la réalisation des logements, des infrastructures et équipements sociaux collectifs en matériaux locaux, notamment les blocs de terre comprimés, stabilisés, BTCS, qui présentent des avantages d'ordre technique, économique et environnemental. Sur le plan technique, les blocs de terre comprimés et stabilisés donnent une bonne isolation thermique, une bonne isolation phonique, l'imperméabilité. Nous avons le confort intérieur et la durabilité. Sur le plan économique, nous pouvons avoir 20 à 30% d'économie sur les grosses œuvres et nous pouvons
avoir la réduction de la fuite des devises par la diminution de l'importation des matériaux, ce qui nous permet de mettre en valeur nos ressources naturelles. Et sur le plan environnemental, c'est une construction écologique à faible consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Nous avons aussi la capacité d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a tellement d'avantages en utilisant les blocs de terre comprimés et stabilisés. C'est pour ça que nous lançons l'appel aux promoteurs immobiliers, aux particuliers, aux collectivités locales de s'approprier nos techniques. Le CCL est disposé à les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Je vous remercie. Écho du Palais, le sieur Kodjo, mécanicien à 2 roues à Agoué, au moment des faits, et son père ont été condamnés à la prison à perpétuité. Ils sont accusés d'homicide sur un enfant de 7 ans. Les détails avec Hélène Assavi. Les faits se sont déroulés le 29 juillet 2003 à Agoué. À en croire les propos de Kodjo, mécanicien à 2 roues, il a été approché par son client, un certain El Hadj, qui voulait acheter une tête humaine. C'est dans ces circonstances qu'il a participé à l'empoisonnement de l'enfant Pita âgé de 7 ans avant de le décapiter avec l'aide de son client. Au moment de l'enterrement du corps derrière sa chambre, son client El Hadj, qui se trouvait être l'acquéreur, a pris la fuite. Le sieur Kofi proposa alors à Kodjo un autre El Hadj à 2 500 000 francs discutables. Devant cette situation, le criminel n'a pas eu le choix. Kofi est donc parti et est revenu avec des agents de police déguisés en El Hadj et ils ont dit aux criminels qu'ils ont sur eux 1 800 000 francs et qu'ils souhaiteraient qu'ils les suivent à leur domicile pour le règlement du reste de la somme. Chemin faisant, ils ont tous atterri à la DPJ où le criminel a été soumis aux interrogatoires. Dans ses propos, il a aussi affirmé que son papa était complice quoiqu'il fût au champ au moment du crime. Les deux ont été donc condamnés à la prison à perpétuité avec 5 millions d'amende après leur passage devant la cour d'assises de Lomé. L'avocat de la partie civile, Maître Wana Chalim, se dit comblé par la décision qui a été rendue en ce sens que même si l'enfant ne peut pas revenir en vie, les parents ont trouvé un apaisement de cœur par la justice qui a été rendue. Il salue également la décision qui, selon lui, va décourager ces genres de comportements dans la société. On se retrouve samedi prochain. Bonne nouvelle pour les clubs de première et deuxième division. Le gouvernement vient de mettre à leur disposition une subvention financière. La nouvelle est tombée vendredi sur le site web de la Fédération togolaise de football. La page des sports, Kilim Poyodi. Le gouvernement, à travers le ministère des Sports et des Loisirs, apporte ainsi son soutien financier aux clubs masculins participant aux championnats nationaux de football de première et deuxième division. L'État a mis à la disposition de la Fédération togolaise de football une enveloppe de 56 millions de francs CFA pour soutenir les 16 équipes de la division d'élite et une somme de 22,5 millions de francs CFA pour les clubs de la deuxième division. Après répartition du financement de l'État, chaque équipe de la première division va percevoir une somme de 3,5 millions de francs CFA, alors que les formations de la deuxième division vont quant à elles bénéficier d'une subvention de 1 400 000 francs CFA. Il faut rappeler que cet accompagnement financier de l'État togolais aux clubs de D1 et D2 du championnat masculin vient compléter la subvention de la Fédération togolaise de football au club en début de la saison. Les équipes de première division avaient reçu la somme de 5 millions de francs CFA et ceux de la deuxième division 3 millions de francs CFA chacun. Outre ce financement, l'instance dirigeante du football national a versé une somme spéciale de 500 000 francs CFA à toutes les équipes de D1 et D2 pour l'organisation de leurs rencontres à domicile dans la compétition. Revue de presse, enfin une trêve entre les acteurs du secteur de l'éducation et le gouvernement qui s'activent par ailleurs pour la réussite des élections régionales à travers le cadre permanent de concertation regroupant la majorité des partis politiques. Autre préoccupation de l'exécutif, la réhabilitation du réseau routier du Togo. Le chef de l'État, Faure Essoufou Gnassingbé, a visité le week-end dernier
le chantier d'aménagement de la voie Todman-Palimé. Léontine Atogima. Faure Gnassingbé a constaté l'état d'avancement du chantier d'après le dialogue qui affirme que les signaux de l'avancement sont visibles sur le chantier puisque les travaux sur le tronçon vont bon train. L'apparition estime à 50% le délai d'avancement des travaux depuis le début du mois de septembre dernier. Pour la réussite de sa politique de réhabilitation du réseau routier au Togo, le chef de l'État a insisté sur le respect des délais requis, ajoute la parution. La réhabilitation des pistes rurales respectera-t-elle aussi les délais requis? À ce sujet, Nouvelle Opinion constate un retard dans l'exécution des travaux. Le libéral renchérit et relève que ce retard n'est pas du goût du ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales qui a rappelé les entreprises contractantes à l'ordre. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, le ministre Kamfitine Tchede Issa regrette ces retards et situations d'abandon des chantiers qui compromettent sérieusement les objectifs de la feuille de route de son département ainsi que l'intérêt des bénéficiaires. L'organisation des prochaines élections régionales fait aussi couler l'encre. Le défi des élections régionales au Togo, le ministre d'État Payadoua Boukpessi a l'épreuve de sa responsabilité, titre Nouvelle Opinion. Attention, pas de précipitation, exhorte Flambeau des démocrates. L'apparition s'explique en citant quelques manquements observés. Flambeau des démocrates se réfère à la loi qui prévoit la création d'un conseil national de suivi et de décentralisation ainsi que d'autres mécanismes devant être consultés avant toute initiative. Le journal reconnaît certes la pertinence de l'organisation des régionales, mais déplore l'unanimité qui peine à s'observer autour. Raison pour laquelle le cadre permanent de concertation a été mis en place, dira Ouara les vainqueurs, qui relate qu'à la deuxième réunion, le cadre s'est doté de son premier bureau rotatif sur les 3 prochains mois. Tous les acteurs politiques y sont conviés pour la décrispation de la situation politique. Social pour finir vers une accalmie dans le monde éducatif au Togo, note le dialogue. En effet, le messager révèle la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement et les acteurs du secteur de l'éducation. L'apparition va plus loin en soulignant que la signature de ce document fait renaître l'espoir d'une trêve car un préavis de grève a été annoncé les 24 et 25 mars prochains par le syndicat des enseignants du Togo, 7. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Nous rappelons l'essentiel des titres de ce journal. La stratégie Togo Digital 2025 se concrétise. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a accueilli hier à Lomé le câble Equiano. Les travaux d'installation seront achevés fin 2022 et plus de 90% des Togolais auront une connexion haut débit. L'Organisation des Nations Unies contre la drogue et les crimes a remis un lot de matériel informatique au Togo. Le matériel servira à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Premier conseil des ministres au Burkina Faso, le conseil a été dominé par des questions de sécurité et ce conseil a fait le point sur la situation du pays. Invité du journal suite à la séance du travail à la primature sur la gestion des catastrophes, le directeur général de ANPC a rappelé dans ce journal les efforts menés contre les feux de brousse notamment. Le directeur général du centre de construction de logements a lui aussi rappelé les conditions pour un habitat sécurisé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg